Bonjour et bienvenue aujourd'hui au studio Air et Cosmos dans laquelle nous avons la chance et l'honneur de recevoir pour la deuxième fois un astronaute, Philippe Perrin. Philippe Perrin, bonjour. Bonjour Xavier. On te reçoit aujourd'hui dans le cadre de la sortie de ce livre qui est une ode à l'aviation et à l'aéronautique et à l'espace, c'est ça? Et aux aviateurs. Et aux aviateurs. Aux aviateurs. On va reprendre ensemble un petit peu 2-3 éléments marquants qui sont dans ce livre. Il y aura 50 anecdotes, il y a plein de choses qu'on pourrait raconter également, mais ça commence très vite. On va rappeler, tu es polytechnicien, tu rentres du coup à l'armée de l'air et tu vas commencer à piloter d'abord des avions de chasse. C'est lequel? Alors, d'abord c'est l'école, Oui. c'est sur AlphaJet. Et ensuite, je termine major de ma promotion et je peux donc choisir. Et je choisis le Nec Plus Ultra de l'époque, qui est le Mirage F1CR. Pour plusieurs raisons. C'est la mission de reconnaissance qui est une très belle mission, une mission risquée en temps de guerre, une mission assez technique. On avait l'habitude de dire à l'époque que c'était les chasseurs intelligents, mais je vais présenter mes excuses à tous les autres, à tous mes frères chasseurs. Et aussi parce que c'est à ce moment-là un des avions les plus en avance sur son temps. On va rappeler, il y avait deux versions, le CR. Il y avait et le CT. CR pour la reconnaissance et le CT pour l'attaque au sol. Ouais. Là, on est dans quelles années? Alors, c'est au sortir de Polytechnique, c'est en 85 et j'arrive en 87-88 à Strasbourg, dans l'escadre mythique de Saint-Exupéry. Et là, je vais découvrir la chasse, mais encore une fois, plus que la chasse, les chasseurs, c'est-à-dire une armée de l'air absolument extraordinaire, dont je dis dans le bouquin que je lui dois tout, parce que c'est dans l'armée de l'air que j'ai tout appris, travailler en équipage, le respect, la vérité, le courage et les talents. Voilà. Je crois que je dois toute ma carrière, en fait, à ces quelques années que j'ai passées dans l'armée de l'air. Alors, il y a des aspects aussi de ce travail qui sont étonnants. Par exemple, tu décris de quelle manière tu es censé reconnaître les éventuels Russes pour les distinguer des éventuels Américains. Nous, on est habitué maintenant à des boîtiers de guerre électronique dans lesquels on a une indication très claire. C'est une bibliothèque qui va reconnaître le porteur du radar, donc l'avion qui va peut-être nous tirer dessus. Et toi, ça marchait comment? Alors, c'est un peu comme le chant des baleines dans les sous-marins, c'est-à-dire que ça se fait à l'époque à l'oreille. Donc, en fait, on a des bandes qu'on écoute de son, et ce son, on est censé le déchiffrer et l'associer ou à un MiG-29 ou à un F-15. Et d'ailleurs, je prends ces deux exemples parce que les deux étaient très, très proches l'un de l'autre. Il fallait devenir un expert de la musique pour être capable de dire si c'était un ami ou un ennemi. Et donc, quand tu as été accompagné par des F-15 et qu'ils ont... Je raconte une anecdote assez rigolote. Je suis sur la frontière irakienne avant que le conflit n'éclate. Je suis en train de repérer les matériels irakiens avec un radar qui regarde sur le côté. Et on est engagé par deux MiG-29. Donc les F-15 partent les repousser. Et au moment de... Plus aucune info, la WAX ne dit rien. Et au bout d'un moment, on est accroché, mais sans signal, sans rien, par, on ne sait pas si c'est un ami ou un ennemi. Et j'ai du mal à reconnaître en fait le signal audio. Mais il s'avère que c'était le F-15 qui avait fait son travail et qui revenait simplement nous accrocher pour reprendre position. Donc, heureusement que tu t'es pas défendu. Voilà, je ne pouvais pas me défendre. Qu'est-ce que je devais avoir? Peut-être des missiles magiques. Mais enfin, j'avais ce gros pod sous le ventre que je ne pouvais pas larguer. Et la seule échappatoire eût été de plonger cap au sud, d'aller dans les basses couches, presque près du sol, et essayer de m'en sortir comme ça. Mais ça, c'était une spécialité française qui est réputée de toute façon, voler très très bas. Alors c'était la réputation de l'époque, c'était peut-être pas une très très bonne idée. On a perdu, je rends hommage à tous les copains qui ont perdu la vie parce que c'est des métiers assez dangereux, et on perd un collègue pendant l'entraînement à la guerre du Golfe. Parce qu'à l'entraînement, on vole très très bas et il prend une dune de sable, probablement liée à une illusion sensorielle. Et on fait ça parce qu'en fait, on n'a pas les moyens de guerre électronique. Donc on n'est pas en capacité de voler comme les Américains, au-delà de 10 000 pieds, au-delà de la mitraille. Et d'ailleurs, on le voit bien, la première mission de Jaguar rentre criblée de balles. Au début de la guerre. Mais donc ça veut dire qu'encore à cette époque-là, il y a quand même un pas technologique entre les Américains qui ont des bombes guidées, qui peuvent voler très haut, qui ont des systèmes de protection également, et puis les Européens qui volent en très basse altitude. Tout à fait. Il faut se rappeler qu'en fait, on nous donne les premiers GPS à bord des avions de chasse pour la guerre du Golfe. Et on les installe de façon complètement empirique, en fait. Donc sur le cockpit, en nous prenant une partie de la visibilité,
on met des espèces de boîtiers énormes qui vont nous permettre d'avoir une navigation précise. Ça reste quand même relativement approximatif. Mais on peut quand même remarquer que, encore 30 ans plus tard, les Russes, quand ils ont envahi l'Ukraine, eux, ils étaient toujours en vol très basse altitude pour larguer leurs bombes lisses. Ils n'avaient toujours pas les bombes planantes. C'est un défaut de guerre électronique en général. C'est quand même compliqué. On parle des Russes, on va parler des Soviétiques. En 1991, tu as une expérience absolument incroyable à partager. Tu es le premier occidental à te poser sur une base soviétique en Pologne, c'est ça? C'est un grand moment. C'est un grand moment de ma vie, c'est un grand moment de l'histoire. Mon commandant d'escadron, Luigi Testo, me dit, écoute Philippe, il y a une mission, il faut que tu ailles te poser à Varsovie. Je dis, ah bon, oui, sur la base militaire. Je regarde les cartes, pas de carte. Les Russes ne publiaient aucune carte de leur base. Et donc je vais par la ligne, je frappe à la porte de la base aérienne, je suis très bien reçu. J'amène mon GPS, mon gros boîtier, je prends les coordonnées. Et en partant, le type me dit, mais laisse-moi ton insigne escadron, ça me fera plaisir. Je repars et 15 jours après, je reviens avec mon Mirage 2000. Et là, d'ailleurs, il se passe quelque chose, parce que je suis commandant à l'époque, je sens que c'est un événement de l'histoire historique. Et je dis à mon management, il faut peut-être envoyer un général, il faut peut-être marquer le coup, c'est important, les Polonais nous attendent. Les Polonais avaient demandé à ce que le premier avion militaire du monde libre soit un avion français. Bien avant les Américains, en fait, je me suis posé sur cette base et j'arrive à la frontière de la Pologne et je suis accueilli par 4 MiG-29, dont un complètement peint aux couleurs de l'escadron. Donc ils sont venus t'accompagner? En signe de bienvenue, ils sont venus nous accompagner. On n'avait pas en fait de dialogue, je ne parle pas polonais, ils ne parlent pas anglais. Et donc ils viennent m'accueillir, on traverse la couche, je suis en patrouille serrée sur le MiG-29. Au dernier moment, ils me libèrent, les coordonnées GPS ont l'air de montrer que c'est bien là qu'il faut se poser. Je me pose. Et à mon étonnement, j'ai devant moi toute la base aérienne et en fait le général commandant l'armée de l'air polonaise qui est au garde à vous et qui attend ce premier avion, ce Mirage 2000. Et on commence à sympathiser, on commence à faire les premiers entraînements entre les Mirage 2000 et les MiG-29. Et on apprend qu'ils ont été sous-entraînés, qu'ils détestent les Russes. Moi, je parle un petit peu russe, ils ne veulent absolument pas m'entendre parler russe. Ils voudraient en fait apprendre le français et ils veulent acheter des Mirage 2000. Mais quand tu dis ils sont sous-entraînés, qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont pas le niveau Alors, sous-entraînés, occidental? c'est difficile de le croire, mais on fait les premiers combats, 1 contre 1, donc on se croise face à face, et systématiquement, les Polonais partent en virage à 45 degrés d'inclinaison, un peu comme des danseuses de ballet qui n'auraient pas appris à réagir à une menace ou à une manœuvre. C'est pas parce qu'on va expliquer qu'une évasive, on essaie de descendre, ou faire des choses on un peu monte, plus... on se cache dans le soleil, on manœuvre, etc. On fait des choses, quoi. Hein. Et eux ne font rien, parce qu'ils ont été probablement sous-entraînés par les Russes, qui ne veulent pas que être mordus par les Polonais un jour où les Polonais voudraient prendre leur indépendance. Et donc les Polonais sont extrêmement choqués et ils nous demandent de les entraîner. Donc on les fait venir ensuite à Dijon et on les entraîne. C'est-à-dire que les Russes avaient volontairement mal formé les Polonais au cas où ils se retourneraient un jour. C'est ça. Mais les Polonais n'en avaient pas conscience sur le moment. N'avaient pas conscience. Ils s'en rendent compte quand ils sont face à toi. C'est ça. C'est ça. Dramatique. C'est dramatique. Je fais voler un général polonais en place arrière de mon Mirage 2000 et on part dans un combat, Mirage 2000 contre Mirage 2000, pleine PC, ça dure 20 minutes, des manœuvres absolument incroyables à la Top Gun. On se pose, le type a bien résisté et il me dit, je peux vous poser une question, mon général, je vous en prie. Comment vous faites pour mémoriser toutes ces manœuvres? Il pense qu'en fait c'est un ballet et qu'on a appris des trucs à l'avance. Et je dis non, tout ça c'est de l'instinct, c'est de la guerre, c'est du pilotage de chasse. Et donc ils comprennent qu'ils ont tout à apprendre. Oui. Du coup, on a passé une étape. Tu es passé directement du Mirage F1 au Mirage 2000. Entre les deux, tu as été quand même pilote d'essai. Pilote d'essai, très brièvement dans un premier temps, parce que c'est l'époque glorieuse d'Hermès. Et Jean-Loup Chrétien cherche, et Jean-Pierre Agnuret cherche des pilotes, de jeunes pilotes pour Hermès. Et je fais une sélection. qu'Hermès, c'est une sorte de navette spatiale européenne. Qu'on devait mettre tout en haut d'Ariane 5. Et donc je suis envoyé faire l'école des pilotes d'essai. Quand je sors de l'école, le programme Hermès est arrêté. On m'envoie quand même à l'entraînement en Russie. À l'époque, c'est plus l'Union soviétique, c'est la Russie. Donc je découvre une Russie dans les années 91-92 en plein déclin. Je suis formé très légèrement au Soyouz, mais finalement je repars en unité et je suis pilote d'essai militaire. Je travaille sur le Mirage 2000-5 et également je pilote un petit peu de 0G. Et là, un soir, le téléphone sonne et on me dit, voilà, il y a une place qui vient de se libérer à l'entraînement à Houston. Si tu es volontaire, tu es le premier sur la liste d'attente. Donc tu pars dans 2 mois. Ma femme est enceinte, 2 mois après, on fait
les paquets, on part et on va vivre en fait 6 ans à Houston. Mais parce que ça faisait longtemps que tu souhaitais J'étais dans les accéder petits à ce papiers du statut? CNES, puisque Ouais. j'avais fait les sélections pour Hermès, et donc je faisais partie de la dernière sélection. J'ai toujours rêvé d'être astronaute. Moi, à 14 ans, je suis en Provence sur mon petit scooter, et je m'imagine, et je me vois, je me visualise rentrer dans l'espace sur une navette spatiale, et sur la musique de Supertramp, Dreamer, Nothing but a Dreamer. L'anecdote, c'est que j'arrive un jour dans l'espace sur une navette spatiale, et je me dis, mince, j'ai oublié, j'ai oublié le CD de Supertramp. Eh bien, tiens-toi bien, mon commandant de bord avait à bord le CD de De Supertramp. bonnes chansons. Ça tombe bien. C'est étonnant. C'est étonnant. Quand tu arrives aux États-Unis, donc tu arrives à Houston, tu sais déjà sur quelle mission tu vas être? Ou alors c'est un entraînement Alors non, il n'y a global? pas de mission, puisqu'en fait, ma mission n'a pas fait l'objet d'un échange ou d'un achat de mission. En fait, je pars à Houston parce qu'à l'époque, on veut refaire une navette, toujours pareil, l'autonomie. Mais à cette fois-ci, on décide de la faire avec les Américains et on travaille sur un programme qui s'appelle le X-38, qui est un petit lifting body qui ne verra pas le jour non plus, et sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années. Et en échange de ce travail, les Américains me font finalement voler sur une navette qui s'appelle Endeavour, un vol STS-111 qui est, je pense, le plus beau vol qu'on ait jamais donné à un jeune astronaute. Qu'est-ce qui fait la distinction entre un mauvais et un bon vol? Non, il n'y a que des bons vols hein, quand Mais qu'il on soit vole dans exceptionnel, l'espace. Mais celui-là est juste exceptionnel puisqu'il va en fait participer à l'assemblage de la station spatiale D'accord. avec 3 sorties en scaphandre sur 14 jours de mission, c'est-à-dire une fois sur la station, une sortie presque un jour sur 2, avec la manipulation du bras robotique. C'est toi qui fais les 3 sorties ou trois. c'est réparti sur tout l'équipage? Non, non, Ah oui, je fais c'est les beaucoup. 3. Je fais les 3. Parce que tu avais été spatialement formé pour ça? Parce que j'avais été formé, puis de toute façon, les autres font autre chose. Et sur ces 3, il y en a une très particulière. Dans le livre, je l'appelle Mission Impossible. Je rappelle la phrase de Napoléon, impossible n'est pas français, parce que en fait, il faut réparer le bras robotique de la station. Il est en panne, il y a un court-circuit au niveau... Si un bras est comme un bras humain, au niveau du poignet, et si ce court-circuit n'est pas réparé, en fait, tout l'assemblage de la station est à l'arrêt. Donc la mission, c'est rien de moins que de sauver en fait l'assemblage de la station. Mais pas que pour ce vol, c'est pour toute la suite? Pour toute la suite. Okay. Pour toute la suite. Et on me confie là aussi cette mission, donc un total de 3 sorties sur un premier vol. Et ça va être un épuisement total à l'entraînement, un épuisement total en vol. Et finalement, donc, un succès, puisque le bras va être réparé et on pourra construire la station à temps. Mais donc, il n'y avait que 2 sorties prévues et tu as dû en faire une troisième d'urgence. C'est ça, j'ai dû en faire une troisième. Qu'est-ce qui fait que c'est toi qui es choisi pour les... À l'entraînement, on se dit déjà, lui, il a l'air carré. Alors, j'ai beaucoup de passé de plongeur sous-marin. J'étais instructeur de plongée sous-marine. Je suis grand, et donc j'arrive à plier le scaphandre. Et j'arrive, quand je me déplace dans l'espace, à aller chercher les poignées assez loin. Et j'ai cette vue en 3 dimensions aussi du pilote. C'est-à-dire, encore une fois, je dois tout à l'armée de l'air. Une sortie extravéhiculaire, c'est comme un vol, ça se programme, ça s'imagine, ça se visualise en 3 dimensions. Et il faut d'ailleurs envisager aussi les pannes qu'on peut avoir, les risques associés. Ça se travaille en équipage comme un vol de chasse, on est toujours 2. On est un avion et à minima. Et dans l'espace, c'est pareil, on est deux aussi. Et alors, ça veut dire que pour être bon en tant que scaphandrier dans l'espace, il faut être bon sous l'eau d'abord. Et ça, il faut être bon sous l'eau parce que le premier entraînement se fait sous l'eau. Ouais. On n'a pas d'autre façon, c'est une vraie question récurrente. Comment on s'entraîne à des conditions qui n'existent pas sur Terre? En fait, avec des moyens qui vont donner une partie de la vérité, un élément de vérité. Alors ça peut être de l'informatique, ça peut être des simulateurs, ça peut être du vol 0G pendant 20-25 secondes, ou ça peut être aussi la poussée d'Archimède. Avec une grosse différence, et ça j'essaye de faire beaucoup de vulgarisation dans le bouquin pour expliquer aussi la différence entre la piscine et la pesanteur. En piscine, le scaphandre flotte, mais l'astronaute, lui, il pèse. Il pèse au fond. Ouais. Donc en fait, on est assis dans le scaphandre. Ça va encore. Quand on travaille, ce qui arrive souvent, par exemple, la tête en bas, en fait, tout le poids de l'astronaute repose sur les épaules. Donc il faut imaginer les douleurs associées. Souvent, je dis, le monde de la sortie extravéhiculaire, c'est un monde de la douleur. Il m'était arrivé, par exemple, de perdre la sensibilité du pouce. Parce que le pouce est irrigué, il y a un nerf qui passe ici, je le connais bien, et ce nerf avait été pincé par les parties métalliques des gants, et de ce fait, j'avais la capacité de bouger le pouce, mais je ne le sentais plus. Voilà. Je suis allé voir les copains des missions Hubble qui me disent « Ah, toi aussi tu as ça ?»
Écoute, j'ai volé sur Hubble, mais après coup, ça s'est arrangé et j'ai retrouvé mon pouce. Moi, ça ne me plaisait pas, donc je suis allé voir le médecin et ils m'ont trouvé un petit sparadrap. Mais en fait, le scaphandre, ce n'est pas une deuxième peau, c'est une protection. C'est vraiment une protection métallique, notamment au niveau des articulations. Les articulations sont métalliques. Donc c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de contraintes physiques. On le voit aussi dans les vols de Thomas. Oui, Thomas Pesquet développe beaucoup la musculature des bras, des avant-bras, parce que c'est là que tout se passe. Mais ça ne s'est pas amélioré depuis l'époque où tu volais? C'est les mêmes matériels. C'est les mêmes matériels à l'époque comme aujourd'hui. Du coup, ce vol exceptionnel, souvenir mémorable, la descente, parce qu'on sait que c'est un appareil qui n'est pas propulsé, c'est-à-dire que c'est un vol plané jusqu'à la fin. Toi, tu avais quel rôle dans l'avion? Alors, en montée comme en descente, je suis deuxième ingénieur de bord. La navette est peut-être l'engin le plus complexe qu'on ait jamais donné à piloter à des hommes. Et tu le sais, aujourd'hui, pour un Airbus, il faut être 2. À l'époque, on était 3. Oui. Sur la navette, il faut être 4. Okay. C'est dire la quantité de choses à gérer. Pourtant, il n'y a pas de moteur à gérer. Il n'y a pas de moteur, mais il peut y avoir toute une multitude de pannes. L'accident malheureux de Columbia, c'est dans la phase de rentrée. Et j'avais une tâche annexe qui était aussi d'être la babysitter de l'équipage qui descend, qui est un équipage qui a fait 6 mois, qui était avec moi dans la soute basse de la navette spatiale. Et je prends soin de cet équipage parce qu'il est en grande détresse physique, psychologique. Donc c'est aussi mon rôle dans toute la phase de descente. Parce que le retour est difficile, ils ne veulent pas rentrer ou quel est le problème? Oh non, ils sont très pressés de rentrer. Dès qu'on arrive, ils nous voient comme le ticket de retour sur Terre. D'ailleurs, le retour est repoussé parce qu'il fait mauvais à l'époque en Floride. Donc pendant 3 jours, on tourne autour de Terre, puis on arrive, on n'a plus que 24 heures de réserve en oxygène et on se pose et ils n'en peuvent plus. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une... Il faut imaginer, et de ce point de vue-là, rendre hommage aussi à Thomas Pesquet, la difficulté de passer 6 mois à bord d'une station. Jean-Pierre Agnoret l'avait fait aussi à son époque. C'est très dur, c'est très très dur. Parce qu'on est loin de tout, on est loin de ce qu'on aime. La vie devient en fait la station, votre maison devient la station. En termes d'énergie, on est quelque part entre la Terre et la Lune. On sait que le retour n'est pas acquis. Et donc moi, je découvre un équipage qui est en grande faiblesse. Ils ont vraiment envie de rentrer. Ils ont envie de rentrer. Alors, il faut aussi se souvenir que tu es le premier Français à voler avec les Américains, avec le patch américain, avec le patch français sur un scaphandre américain. Ce qui pose un petit problème parce qu'il faut trouver des matériaux qu'on puisse dégazer dans l'espace. Donc je fais construire, et j'étais toujours très sensible à défendre l'image de la France. Pour l'anecdote, tous les jours de mon entraînement à Houston, j'arrive au bureau et j'ai un petit logiciel sur l'ordinateur qui lance la Marseillaise. Bien, félicitations. Voilà, on essaye. Les Américains aimaient bien ça, parce que les Américains aiment bien les gens qui sont patriotes. Bien. Sur la suite, tu décides, c'est de ton plein gré a priori, de te retirer du monde de l'astronaute pour t'orienter plutôt vers l'aviation civile. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on arrête alors qu'on a atteint le rêve? C'est quelque chose que personne ne comprend, oui, et que je dois probablement expliquer, et une des raisons pour lesquelles aussi j'ai écrit ce bouquin. J'ai fait peut-être le plus beau vol qui soit. 3 sorties en scaphandre, j'ai piloté le bras robotique, j'ai été ingénieur de rendez-vous, j'ai été ingénieur dans la phase de montée et de descente. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Par contre, je sais qu'il y a un truc que je peux faire de mieux, c'est venir en Europe et créer les matériels du futur. Alors j'imagine toujours une navette européenne. Je rentre chez Airbus et j'ai un passé de pilote d'essai, donc je vais devenir pilote d'essai chez Airbus et participer à la grande aventure de 380, de la 400, des avions Neo. J'ai développé de nouveaux moteurs jusqu'à l'avion électrique Vahana. Et je vais finir, au bout de 17 ans de bons et loyaux services chez Airbus, par quitter Airbus pour rentrer dans l'aviation plus verte, notamment hydrogène. On en a parlé dans une autre vidéo, on remettra le lien en commentaire. Concrètement, quand tu es pilote d'essai sur un avion, pas la 350, qu'est-ce que tu apportes dans l'appareil? C'est juste valider la sécurité ou tu as vraiment un œil d'amélioration? Alors, la tradition chez Airbus, c'est que le pilote d'essai fait plus que simplement les écrans. Et il est très impliqué notamment dans les commandes de vol. Moi, j'ai beaucoup travaillé les commandes de vol. Et je pense que le 350 est un avion qui est extrêmement bien réglé. Vous pouvez l'amener dans toutes les tempêtes. C'est un avion qui se défend, qui se bat. Et ça fait partie des grandes fiertés que je peux avoir. Il y a le cockpit. Le 350 a un cockpit qui ressemble un peu à une navette spatiale. Il est fait de 6 écrans. C'était mon idée au départ, de faire un avion, encore une fois, un peu comme une navette, c'est-à-dire aussi avec des fonctions supplémentaires. C'est un très beau cockpit.
Tout ça, ce n'est pas mon travail, c'est le travail d'une équipe, qui est l'équipe des pilotes et des ingénieurs d'essai chez Airbus, qui est une équipe pleine de talent, qui nous a donné sur beaucoup de sujets par rapport à Boeing, et on le voit aujourd'hui, hein, pour une longueur d'avance. On a développé des systèmes, je pense notamment au calcul temps réel de la performance à l'atterrissage, break to vacate, des éléments qui sont vraiment des éléments de sécurité et qui sont des éléments d'une grande intelligence. Donc j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à travailler 17 ans dans la grande maison Airbus. Et tu vas aussi être pilote d'essai chez les Russes? Alors ça, c'est à un moment cadre donné, Airbus m'envoie pendant quelques temps. On est deux pilotes à être envoyés chez les Russes, et je vais être lâché Ilyushin 76 à Joukovski. Il n'y a pas beaucoup de Français qui peuvent le dire. Voilà, on est deux avec Étienne Mich de Malray, et je vais me retrouver donc à piloter un Ilyushin 76 avec un moteur franco-russe, qui est le moteur du Sukhoi Superjet, dont le développement est arrêté maintenant. Le moteur était un succès, mais l'avion un petit peu moins. Alors le moteur, oui, on avait, nous, la partie chaude qu'on maîtrisait, qui était intéressant pour nous, mais la partie froide, l'outil industriel russe, en fait, ne donnait pas des compresseurs de grande qualité, parce que c'était encore un peu du fait main. Oui. Donc on avait beaucoup d'incertitudes sur la précision de construction des compresseurs. Quelle vie, que d'activité. Voilà, mais qu'est-ce qui fait, oui. Encore une fois, je reviens sur cette question, aujourd'hui, je ne sais pas, il y a une limite d'âge pour être astronaute? Alors, John Glenn a volé, je crois qu'il avait 75 ans. 75 ans, ouais. Donc il n'y a pas de limite, c'est une question de capacité physique. Si demain on me propose un vol sur la Lune, je pense être qualifié. J'ai 61 ans, j'ai passé ma vie dans les cockpits, donc je devrais pouvoir encore faire une mission lunaire, mais je ne crois pas qu'elle nous soit aujourd'hui offerte. Et d'ailleurs, je ne me mets pas en concurrence avec la succession, notamment Sophie Adno, qui très gentiment m'a fait la préface du bouquin et qui a repris un peu le même profil que moi, c'est-à-dire l'armée de l'air, mission opérationnelle. Elle a été pilote de Caracal en Afghanistan, puis pilote d'essai, première femme pilote d'essai hélicoptère. Et aujourd'hui, elle sort de sa formation d'astronaute et elle est prête à voler. Donc c'est juste après toi, parce que finalement, tu étais le dernier, tu es le 9e pilote français? Je suis le 9e astronaute, donc juste avant Thomas Pesquet. Et ensuite, il y a une petite histoire très particulière, en fait, elle la raconte dans le bouquin. Sophie a 20 ans quand je vole dans l'espace, et elle est au club espace de Supaéro. Et ce club se propose de me faire un site internet. C'est le début de l'internet, tout le monde n'a pas forcément des sites. Ils me font un site très réussi, et pour les remercier, en fait, j'invite 3-4 Supaéro à venir assister à mon décollage. Et Sophie va venir à Cap Kennedy, elle va assister à mon décollage, c'est ce qu'elle raconte, et ensuite elle va vivre sa vie de candidate. Est-ce que c'était ton meilleur vol? Le décollage de Cap Kennedy? Dans ma vie d'aviateur, je rends hommage aux aviateurs dans ce bouquin, parce que je considère qu'un astronaute, c'est un aviateur qui a la chance de voler un peu plus haut, mais c'est la même fraternité, ce sont les mêmes valeurs, ce sont les mêmes hommes et femmes qui font ces métiers. Mon plus beau vol, c'est peut-être mon lâcher sur Mirage F1, sur la base d'Orange. Le premier vol sur un avion d'armes. Premier vol sur un avion d'armes. C'est quoi, c'est Top Gun? C'est exactement Top Gun. J'avais vu le premier Top Gun avant de rentrer dans l'armée de l'air. Et récemment, j'ai vu le deuxième. Malheureusement, j'ai le même âge que l'acteur, mais il a peut-être mieux vieilli. Et il fait encore des manœuvres assez extraordinaires. Et pour moi, c'est exactement ce que j'ai connu. Eh bien, un grand merci. Voilà, il fallait témoigner de tout ça, parce que si je n'avais pas écrit, cette histoire aurait été un peu une histoire égoïste. En témoignage, parce qu'il y a des témoignages pour les passionnés, pour les gens qui comprennent, puis il y a aussi pour le grand public. Alors, avant de partir, une dernière sur la vrille. Oh, ça c'est pour les passionnés, ça. Mais oui, la vrille, intéressante. Je raconte plein d'anecdotes, et notamment aéronautique. Et la vrille, c'est quelque chose d'assez dangereux. On s'entraîne à se mettre en vrille et à sortir de vrille. D'ailleurs, très tôt dans le livre, je vais perdre un bon ami à l'école de l'air à cause d'un accident en vrille. Et un jour, il m'arrive peut-être la même chose, c'est-à-dire que je pars en vrille, mais là, de façon complètement involontaire. Je fais toutes mes manœuvres et rien ne marche. Je n'arrive pas à sortir de vrille. Parce que, comme c'était involontaire, j'ai oublié en fait de réduire les gaz, ce qu'on fait à chaque fois qu'on fait un entraînement à la vrille. Et donc, je cite cet exemple pour expliquer que le diable est dans le détail. Ces métiers sont des métiers de grands professionnels, et on est toujours en pleine lumière de gloire et toujours à quelques 30 secondes d'une erreur dramatique.
et qu'il faut toujours rester la tête sur les épaules. Allez, écoutez Philippe Perrin, dans l'Évry, si vous ne les faites pas volontairement, pensez à réduire les gaz. Réduire les gaz. Merci Philippe. Merci. On espère que ça vous a plu et on vous dit à très bientôt au studio Air et Cosmos.